Bien, alors bonjour à toutes et à tous, nous allons commencer. J'avais prévu la dernière fois de traiter les exercices que nous avions laissés de côté, mais je vais les repousser encore un petit peu parce que ce que je souhaiterais faire aujourd'hui, c'est terminer le cours prévu pour ce semestre, parce que c'est ce que j'avais déjà fait l'année dernière. En réalité, après cette séance, normalement, il nous reste 2 séances. Et l'année dernière, ce que j'avais fait lors de l'avant-dernière séance, puisque la dernière séance est occupée par l'examen, l'avant-dernière séance, j'avais fait un examen blanc, c'est-à-dire j'avais donné un sujet du même type que celui de l'examen, j'avais laissé le temps de le traiter, et puis ensuite on avait corrigé, comme ça vous permet, et c'est vraiment exactement du même type. Alors, c'est pour cette raison que je souhaiterais aujourd'hui terminer le cours. En particulier, vous allez voir, on va passer assez vite sur les différentes natures de mots qui restent à étudier parce que c'est relativement facile. Et puis, il nous reste quand même comme point à aborder, à clarifier un peu la classification des subordonnées. Mais au fond, il ne faut pas très très longtemps pour faire cela. Donc, je voudrais d'abord m'assurer d'avoir achevé le contenu de cours que je souhaitais aborder ce semestre. Et puis ensuite, donc, on fera, s'il nous reste du temps, on fera des exercices. Si jamais la semaine prochaine, par exemple, nous ne pouvions pas faire cours, eh bien, je vous enverrai le sujet blanc, et puis je vous enverrai ensuite un corrigé sur le site. Je mettrai le sujet sur le site, et puis le lendemain, je vous mettrai le corrigé, par exemple. Comme ça, vous pourrez voir et éventuellement me poser vos questions par mail. Ce qui serait bien, je ne sais pas si certains ou certaines parmi vous ont cela, mais ce serait que je dispose d'un mailing de l'ensemble des mails de tous les étudiants. Cela dit, je dois l'avoir par la scolarité. Il est possible que Rachel... je vérifierai ça tout à l'heure pendant la pause et j'imprimerai la liste de mails que j'ai, comme ça on pourra vérifier s'il ne manque personne, au cas où j'ai des informations à vous transmettre, que ça passe pas seulement par le site, mais je vous conseille d'une manière générale de consulter le site, comme ça je peux mettre toutes les informations dessus, mais sinon je vous informerai par mail. Voilà. Et puis comme je vous l'avais dit déjà la semaine dernière, si par malheur, mais c'est quand même peu probable, la dernière semaine avant les vacances, il y a des blocages encore, on ne peut pas faire l'examen dans les conditions normales. L'année dernière, en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'on avait fait l'examen, mais dans un autre bâtiment. Bon, mais on avait pu le faire, pas dans le bâtiment Sorbonne. Bon, sinon, on le fera par mail. Voilà. De toute façon, dans tous les cas, on fera l'examen au moment prévu, dans les conditions prévues. Voilà. Alors, donc, je laisse pour l'instant de côté ces 2 exercices sur type et forme de phrase et sur l'identification des déterminants. On y reviendra tout à l'heure. Et donc, j'avance un peu dans la description des différentes natures de mots et de groupes de mots, avec l'adjectif d'abord. Bon, donc classiquement, l'adjectif, il exprime une qualité, une propriété du nom. Il s'accorde en genre et en nombre. Ça ne vous apprend rien. Je rappelle les principales fonctions de l'adjectif. L'adjectif épithète, du type un beau cahier, etc. L'adjectif attribut, ce cahier est beau. Et puis l'adjectif apposé, cette avocate remarquable a gagné le procès. L'adjectif apposé ne construit pas un sous-ensemble. Vous vous souvenez, on avait vu la problématique de l'extension et de l'extensité. Lorsque vous avez un adjectif épithète, vous avez une réduction de l'extension du nom. Pour prendre l'exemple un beau cahier, vous avez l'ensemble des cahiers et le sous-ensemble beau cahier, dont on dit qu'il y a un élément qui est pris en considération. Alors que quand vous avez un adjectif apposé, vous n'avez pas de réduction d'extension. Alors évidemment, là, c'est pas très visible avec un singulier, mais si vous aviez quelque chose comme ces cahiers, virgule, très beau, virgule, ça veut dire que tous les cahiers sont beaux, il n'y a pas de réduction d'extension. Oui, c'est ce qui est rappelé dans ce petit paragraphe-là. Donc,
ce qu'on vient de dire là sur épithète, attribut, apposé vaut aussi bien pour l'adjectif que pour le groupe adjectival. Maintenant les pronoms. Alors, vous avez d'abord les pronoms, la première catégorie, qui est la plus importante, disons, et c'est celle par laquelle il convient évidemment d'introduire le concept de pronom, ou le terme de pronom, c'est la sous-catégorie des pronoms personnels, qui sont évidemment partout très fréquents, etc. On peut les distinguer par leur fonction, hein, c'est une des particularités du français. Il a conservé, disons, une forme de déclinaison des pronoms. Enfin, c'est pas vraiment une déclinaison, mais disons, les pronoms varient selon leur fonction. Hein. Pas tous. Hein. D'ailleurs, vous avez, par exemple, je sais pas, des pronoms je, tu, il qui n'existent qu'à la fonction sujet, et d'autres qui peuvent exister sous différentes fonctions. Hein, nous et vous. Bon, là, meute, etc., ce sont des fonctions qui sont plutôt ce sont des pronoms qui ont plutôt des fonctions compléments, etc. Donc, une remarque sur le fait que elle, qui est sujet, s'emploie aussi comme forme disjointe. Hein. C'est à elle que je parle, comme le pronom lui. Donc on peut les classer comme ça, hein, mais bon, ça, je veux dire que c'est une espèce de rappel obligatoire, mais franchement, ça ne pose pas de problème d'identification, les pronoms, hein, donc je passe assez vite. Ensuite, sur le verbe et le groupe verbal, il y a tout d'abord la problématique du radical et de la désinence, donc de la morphologie verbale. Hein. Vous savez que dans un verbe, on décompose, dans une forme verbale, on décompose le radical, hein, par exemple pour chanter, chante, et puis la désinence, ER, pour à l'infinitif, euron, etc. Donc, c'est pour cette raison, souvenez, je vous avais dit que il est préférable de ne pas trop utiliser l'expression forme verbe non conjugué. Hein. Les verbes conjugués, verbes non conjugués, parce que dans les pratiques scolaires, je sais bien que on utilise souvent cette expression de verbe non conjugué pour désigner l'infinitif en particulier. Mais quand vous considérez la morphologie verbale avec radical plus des désinences, la désinence d'infinitif ER n'a pas un statut spécial par rapport à la désinence ONS, etc. Donc l'infinitif est bien une des formes de la conjugaison du verbe. Simplement, comme on le reverra dans un instant, l'infinitif est une forme conjuguée du verbe, mais conjuguée à un mode non personnel. C'est ça qu'on veut dire en réalité. Bon, donc, une fois que vous avez introduit la notion de radical, vous pouvez distinguer les verbes du point de vue morphologique selon le nombre de radicaux sur lequel ils se conjuguent. Alors, ça, c'est un point relativement secondaire également, parce qu'une très très grande majorité des verbes en français sont du premier groupe. Hein. Bon, donc c'est quand même ça le groupe fondamental, et tout le reste est plus secondaire, mais il y a quand même toutes sortes de cas un peu compliqués dans la conjugaison. Mais enfin, ça franchement, ça n'est pas très important dans l'analyse linguistique. Hein, je veux dire, même des linguistes chevronnés peuvent se tromper pour des formes verbales inhabituelles, du type le verbe bouillir, des choses comme ça. Franchement, je pense que c'est totalement inutile de perdre du temps sur des formes de conjugaison. Il faut se limiter aux formes verbales les plus fréquentes. Hein, et absolument éviter le syndrome du Becherel, là, vous connaissez le Becherel, où il y a des multiples tableaux de conjugaison. Tout cela ne sert à rien du point de vue de la compréhension du fonctionnement linguistique. Il
faut comprendre qu'on a des variations de radicaux possibles, mais après, pour le fait de savoir comment on conjugue tel ou tel verbe, eh bien, si on hésite, on va vérifier dans une table, dans toutes sortes, il y a toutes sortes de supports maintenant avec Internet, vous avez la possibilité de vérifier que vous ne vous êtes pas trompé dans une forme de conjugaison, mais ça ne peut pas faire l'objet d'un apprentissage, parce qu'on y passerait un temps infini pour un bénéfice, parce qu'en termes, si vous voulez, d'analyse linguistique, de réflexion, il n'y a aucune réflexion là-dedans. C'est un peu le hasard de l'évolution phonétique qui fait que tel verbe a un certain nombre de radicaux. Il n'y a pas vraiment de... Enfin, disons, on peut trouver des raisons profondément linguistiques pour expliquer pourquoi un verbe a 2, 3 ou plus de radicaux, mais là, c'est vraiment de la linguistique technique inabordable pour l'enseignement scolaire. Hein. Donc, s'en tenir au modèle des groupes, des groupes de verbes, enfin des grands groupes dont je vais parler dans un instant. Donc, quand on analyse une forme verbale, on doit, c'est ça l'important, c'est d'avoir une idée des grandes catégories morphologiques, hein, le radical, la désinence, et puis éventuellement les marques de temps. On peut distinguer marque de temps ou de personne, ou bien simplement considérer simplement la désinence. Donc, classiquement, on répartit les verbes du point de vue morphologique en 3 groupes en français. Bon, ça, c'est assez discuté. Hein. La seule chose incontestable, c'est le cas des verbes du premier groupe. Il faut juste se souvenir que le verbe aller, évidemment, en dépit de du morphème ER, n'est pas un verbe du premier groupe, hein, c'est ce qui est rappelé ici. Mais vous voyez, dès qu'il y a un néologisme, il est du premier groupe, hein, liker, tweeter, etc. Bon, on n'invente pas, à part des cas extrêmement rares du type allunir, vous voyez, atterrir sur la lune, enfin si j'ose dire. Hein, on a créé allunir, et pas alluner. Mais c'est archi marginal. Hein. Quand on invente un verbe nouveau en français, on le met au premier groupe. Bon. Donc, un certain nombre de didacticiens considèrent qu'il suffit d'avoir premier groupe et tous les autres. En gros, on a un groupe avec des désinences en ES, je chante, tu chantes, il chante, hein, qui marche pour tous les verbes du premier groupe, et puis les autres, c'est SST. Le deuxième et troisième groupe. Je finis, tu finis, il finit, par exemple, et puis je pars, tu pars, il part, voilà, c'est SST. Donc, mais il se trouve que la tradition grammaticale a retenu une distinction entre le deuxième groupe et le troisième groupe en raison du participe présent qui est un peu différent. Effectivement, on a finir, finissant. Pour les verbes du deuxième groupe, alors que d'autres verbes en ir ne font pas leur participe présent de la même façon. Mais là encore, c'est franchement un point assez peu important. Ce qui est important, c'est vraiment le premier groupe et les autres. Alors, maintenant les modes et les temps. Alors là, là, c'est évidemment un sujet extrêmement vaste, mais nous, on va aborder seulement l'identification, le problème de l'identification, être capable de dire qu'une forme, c'est tel temps, tel mode. Hein. Parce qu'après, il y a tout le problème de la sémantique des formes verbales, c'est-à-dire quelles sont les différentes valeurs possibles d'un présent, d'un imparfait, etc. Et ça, c'est assez compliqué à analyser. Il y a beaucoup de formes possibles. Vous voyez, dans l'imparfait, bon, typiquement l'imparfait, vous l'enseignez comme étant un temps qui inscrit l'événement dans le passé, d'accord, hein, je chante aujourd'hui, je chantais hier, je chanterai demain. Hein, c'est comme ça qu'on présente en général les choses, ce qui est juste globalement. Mais vous avez de multiples emplois de l'imparfait qui ne correspondent absolument pas à cette description, du type simplement, par exemple, dans les hypothétiques. Hein, si j'étais riche, j'achèterais une grande maison. Bon, évidemment, si j'étais riche, ça ne veut pas dire que vous étiez riche dans le passé. C'est un emploi qu'on appelle modal de l'imparfait. Mais la description de toutes les valeurs possibles de tous les temps, ça, c'est quelque chose qui est, comment dire, qui est un apprentissage long et complexe, mais il faut d'abord être capable, évidemment, d'identifier les formes verbales.
Alors, on les classe de la façon suivante. Il y a d'abord les formes, les modes qu'on appelle non personnels. Donc, alors non personnel, là la formulation est un petit peu, faut corriger légèrement. J'ai écrit ici les modes non personnels sont nommés ainsi parce qu'ils se conjuguent sans pronom personnel. Il serait plus juste de dire qu'ils ne varient pas en personne. Pourquoi? Parce que cette définition, en réalité, elle s'appliquerait aussi à l'impératif. Parce que, évidemment, quand vous dites mange, sortons, il n'y a pas de personne non plus. Mais en revanche, l'impératif, il varie en personne. Mange, manger, mangeons. Voilà. Alors que les modes non personnels, de type infinitif, participe, présent ou passé, eh bien, eux, ils ne varient pas en personne. Bon, alors, par conséquent, ils n'ont pas de pronom personnel, mais ce serait plus juste de dire qu'ils ne varient pas en personne. Alors, il peut y avoir toutes sortes de discussions sur savoir si est-ce qu'on a un seul mode qui est le mode, Gustave Guillaume appelait ça le mode quasi-nominal. Bon, est-ce qu'on a un seul mode avec 3 temps, un mode qui serait le mode globalement non personnel et puis 3 temps de ce mode, ou bien est-ce qu'on a 3 modes, le mode infinitif, le mode participe présent, le mode participe passé, ou 2, est-ce qu'on a le mode infinitif et puis le mode participe qui se décompose en 2 temps, mode participe passé, participe présent. Bon, ça c'est des discussions infinies, ça n'a absolument aucune importance, sauf si on fait une vraie théorie des modes et des temps, mais on ne fait pas ça quand on fait de la grammaire dans un contexte d'apprentissage du français. Donc, peu importe, le plus simple c'est de dire qu'il y a 3 modes non personnels, le mode infinitif, le mode participe présent, le mode participe passé. De toute façon, c'est extrêmement compliqué de définir ce que c'est qu'un mode, donc on ne le retient que comme une sorte de façon de décrire les différentes formes verbales. Finalement, les modes dans l'apprentissage scolaire de la grammaire, c'est rien d'autre que des façons de regrouper les différents temps. C'est-à-dire, on groupe les formes non personnelles dans un mode. C'est une sorte d'ensemble de plusieurs temps, un mode, considéré du point de vue de la grammaire scolaire. Du point de vue linguistique, il y a un certain nombre de théories, en particulier pour le français, c'est vrai que Gustave Guillaume est un de ceux qui a le plus précocement théorisé ce rapport entre les modes et les temps. On peut avoir des théories linguistiques sur ce que c'est qu'un mode, ce que c'est qu'un temps. Pour vous le dire en 2 mots, mais je ne veux pas faire court là-dessus parce que ça me prendrait beaucoup trop de temps, mais chez Gustave Guillaume, le mode, c'est un type de représentation du temps. En fait, il considère, Guillaume, que le terme de temps, le concept de temps, ne s'applique qu'à l'indicatif. Pourquoi? Parce que si on considère le temps au sens du temps des époques, quand je dis époque, ça veut dire époque passée, époque présente, époque future. Ça, c'est le temps des époques. C'est une façon de subdiviser le temps en 3 époques. D'accord? Mais ça n'est possible qu'à l'indicatif, en réalité. Parce qu'au subjonctif, vous avez, par exemple, je sais pas, je souhaite qu'il réussisse. Réussisse. On pourrait dire que c'est vaguement dans le futur, mais c'est même pas sûr que ce soit dans le futur, puisque c'est juste un souhait. Donc le subjonctif, il ne met pas l'événement dans une époque. C'est en dehors des époques. Et puis, sans parler de l'infinitif ou des participes. Quand vous avez sur une porte l'inscription frapper avant d'entrer, l'infinitif frapper vaut aussi bien pour le passé, pour le présent, pour le futur. Donc, la discrimination entre les 3 époques passées, présent, futur n'existe qu'à l'indicatif. Et l'idée de Guillaume, c'est de dire que cette discrimination, elle est le résultat d'un processus mental de construction de la représentation du temps. C'est-à-dire, pour arriver à la discrimination passé, présent, futur, il y a une sorte de processus qu'il appelle la chronogénèse, mais peu importe, un processus qui permet d'aboutir à cette discrimination. Et ce processus, il part de la
d'une représentation du temps la plus approximative, un temps dans lequel il n'y a pas de passé, pas de présent, pas de futur, rien du tout. C'est le temps des modes non personnels, infinitif, participe présent, participe passé. Ensuite, on s'avance un peu, on commence à avoir des repères temporels avec le subjonctif, parce qu'il y a quand même une orientation entre subjonctif présent, subjonctif imparfait, qu'il appelle prospective, rétrospective. On a la personne qui intervient comme support de représentation, donc on a pour lui une représentation du temps un petit peu plus élaborée, mais pas encore complète, et on obtient une représentation complète qu'à la fin, au mode indicatif. Autrement dit, pour le représenter schématiquement, bon, j'ai pas de feutre, c'est pas grave. Donc pour le représenter schématiquement, on a comme une sorte de flèche ordonnée, comme ça, qui mène à la fin au mode indicatif, qui part des modes non personnels, donc infinitif, participe présent, participe passé, et qui passe par le stade intermédiaire du subjonctif. Et ce processus-là, c'est un processus de construction d'une représentation du temps. Bon, donc de ce point de vue-là, si vous voulez, qui est un point de vue théorique en linguistique, on sait bien la distinction entre un mode et un temps. Un mode, c'est une certaine représentation du temps. Et il n'y a que trois modes, le mode quasi-nominal, le mode subjonctif, le mode indicatif. L'impératif pour Guillaume n'est pas un mode parce qu'il emprunte ses formes soit à l'indicatif, soit au subjonctif. Bon, ça c'est, je vous le dis très vite comme ça, sans vous donner de diapositives sur ce sujet, parce que pour l'expliquer d'une manière complète, il faudrait y passer plus de temps et on n'a pas ce temps disponible. Mais c'est simplement, je vous dis cela, simplement pour vous montrer qu'en linguistique, bien sûr, on peut avoir une vraie approche théorique des modes, des temps, etc. Mais il ne faut pas rêver, dans l'usage scolaire, si on veut enseigner la grammaire du français dans le cadre du français langue étrangère, pour avoir une sorte de recul métalinguistique, ou même en français langue maternelle, c'est un peu le même genre de problème, on n'a pas besoin d'enseigner une théorie des modes et des temps. Ça peut être bien que le professeur le connaisse, et encore, ce n'est pas forcément nécessaire. Donc, en pratique, si vous voulez, dans la pratique scolaire, les modes servent à regrouper les temps en groupes cohérents. Bon. Alors, évidemment, si on dit cela, on aurait intérêt à dire que infinitif, participe présent, participe passé sont des temps d'un seul mode. Mais comme c'est un peu compliqué et que ce n'est pas l'habitude qu'on a, on dit quand même qu'on a trois modes. Bon, ce qui est franchement incohérent, mais ça n'a pas de conséquences importantes, puisque de toute façon, dans ce cadre-là, on renonce à toute approche théorique. Bon, donc les modes non personnels et non temporels. Ensuite, vous avez les modes personnels non temporels. Donc, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le subjonctif ou l'impératif qui exprime, je sais pas, le souhait, le regret, etc., ne permettent pas que le procès soit inscrit dans le passé, le présent, le futur. Et enfin, vous avez un mode temporel qui est donc l'indicatif. Donc, à l'indicatif, vous avez des temps simples et des temps composés. Je vous rappelle, temps simple, présent, imparfait, futur, passé simple, conditionnel, présent. Le conditionnel est bien un des temps de l'indicatif. Et puis, temps composé, ce n'est pas un mode. Dans certaines traditions, je ne sais pas si on vous a enseigné comme ça, mais oui, on en avait déjà parlé d'ailleurs, je ne vais pas revenir sur le sujet, mais le conditionnel est un temps de l'indicatif. Et puis donc, vous avez des temps composés qui sont formés sur les temps simples, avec l'auxiliaire au temps simple correspondant. Bon, vous formez le passé composé à partir du présent de l'auxiliaire avoir ici ou être, mais bon, ici j'ai pris des verbes avec l'auxiliaire avoir, donc je chante, j'ai chanté. Vous fabriquez le plus que parfait avec l'imparfait de l'auxiliaire, j'avais chanté, etc., etc. Donc là, on est dans la pure et simple identification des formes temporelles. C'est-à-dire qu'un élève est capable de dire « j'aurais chanté », oui, c'est du futur antérieur.
C'est une façon de catégoriser les formes verbales. Les temps du subjonctif, on distingue le présent et l'imparfait. Il faut qu'elle fasse, il fallait qu'elle fît. Alors évidemment, l'imparfait du subjonctif, il est employé uniquement dans les textes littéraires la plupart du temps. Il est totalement déserté à l'oral en français. Et puis les temps composés du subjonctif, qu'on appelle subjonctif passé, subjonctif plus que parfait. Et même chose que tout à l'heure, on fabrique le subjonctif passé avec le subjonctif présent de l'auxiliaire, qu'elle ait fait, et on fabrique le subjonctif plus que parfait avec l'imparfait du subjonctif de l'auxiliaire qu'elle eut fait. Il reste l'impératif, qui, comme vous le voyez, est fabriqué soit sur des formes d'indicatifs, soit sur des formes de subjonctifs. Bon, alors, je passe sur l'exercice sur l'analyse des formes verbales. Donc, on en est là simplement au stade de reconnaître les natures de mots. Donc, être capable de dire que ça, c'est un verbe, et c'est un verbe qui appartient à telle sous-catégorie. Donc, on continue avec les adverbes. Bon, les adverbes, c'est une classe un peu fourre-tout quand même, dans la grammaire scolaire. C'est-à-dire ce qui est à peu près toujours vrai, c'est que l'adverbe est invariable. Bon, il y a quelques petites exceptions, avec tout, mais bon, je passe. Il y a quelques très rares exceptions en français. Donc l'adverbe, ce qui est important, c'est de comprendre qu'il peut modifier différentes parties du discours. Il modifie un verbe, un adjectif ou un autre adverbe. Par exemple, très sérieusement. Alors évidemment, la formulation est un peu tautologique, là, puisque on définit l'adverbe en disant qu'il modifie un autre adverbe. Bon, mais enfin, chacun comprend malgré tout ce que ça signifie. Et puis on peut aussi avoir évidemment un adverbe qui est complément circonstanciel. Bon, on peut distinguer les adverbes en ment qui sont plutôt lexicaux, et puis les adverbes d'intensité qui sont plutôt grammaticaux. Mais là où la distinction n'est pas toujours facile à faire. Les adverbes de négation, ne pas, sont bien sûr plutôt dans la catégorie des outils grammaticaux. Bon, voilà. Ensuite, sémantiquement, on peut distinguer des adverbes de temps, de lieu, de manière. Mais, encore une fois, les distinctions sémantiques, c'est un peu comme les subordonnées circonstancielles, on va voir. Elles sont assez secondaires. Le plus important du point de vue de l'analyse grammaticale, c'est d'avoir reconnu qu'on a affaire à un adverbe. Bon, être capable de dire que c'est un adverbe de temps, de lieu, de manière, à la limite, c'est presque pas de la linguistique. Enfin, j'exagère un peu, mais ça n'apporte rien à la compréhension du mécanisme syntaxique. Les prépositions, bon, eh bien, là aussi, si vous voulez, adverbe préposition, ce sont souvent les classes de mots qui sont sur lesquelles les gens hésitent le plus. C'est-à-dire, on reconnaît facilement un nom, un adjectif, un verbe, etc. Mais adverbe, préposition, curieusement, ce sont des parties du discours, des classes de mots, des natures de mots qui posent plus de problèmes. Bon, alors, les prépositions, elles sont invariables comme les adverbes, mais la grande différence, c'est qu'elles sont rarement autonomes. Elles servent à introduire un groupe prépositionnel. Servent à introduire un groupe prépositionnel qui peut avoir toutes sortes de fonctions. Un groupe prépositionnel qui peut être un groupe nominal prépositionnel, un groupe pronominal prépositionnel, un groupe infinitif prépositionnel, etc. Et puis vous avez bien sûr des locutions prépositionnelles, du type au-dessus de. Alors les plus fréquentes, évidemment, c'est de très loin de et à en français. Et puis les suivantes, là, dans, pour, sur, etc. Vous me dites si vous avez des questions. Ensuite, les conjonctions, on distingue conjonction de coordination, conjonction de subordination. Alors là, je n'ai pas corrigé, je vais corriger tout de suite, parce que le donc, le donc était traditionnellement dans la liste des conjonctions
de coordination, hein, avec cette formule que vous avez peut-être apprise à l'école, mais, où, et donc, or, ni, car. Bon. Mais en réalité, le donc n'a pas du tout le même statut que les autres conjonctions de coordination, parce qu'il peut être mis n'importe où dans la phrase. Je veux dire, on peut le mettre en fin de phrase, par exemple, mais réponds donc. Bon, c'est impossible de placer et, ou, mais, car ailleurs que, enfin, je veux dire, en fin de phrase, par exemple. Donc, en réalité, c'est un adverbe, tout simplement, c'est un adverbe. Au même titre que cependant, pourtant. Et les conjonctions de coordination proprement dites ont des positions relativement contraintes. Hein. On ne peut pas les mettre n'importe où dans la phrase, elles servent vraiment à relier des éléments qui sont de même... souvent de même fonction et de même nature. La directrice de l'entreprise et la responsable du recrutement, etc. Et puis les conjonctions de subordination, elles servent à introduire une subordonnée, elles permettent à une phrase de devenir une sous-phrase. Hein. Elles permettent cette notion d'enchâssement, cette possibilité de l'inclusion d'une phrase dans une autre. Mais ça, on va les revoir quand on va voir les subordonnées. Donc, vous voyez, à ce stade-là, on peut prendre un texte, n'importe lequel, et le jeu, ça consiste à dire, on s'arrête sur chaque mot, et on est capable de dire à quelle partie du discours il appartient. Ça, vous pouvez vous entraîner vous-même. Vous prenez un texte, n'importe lequel, et vous essayez. Et là où vous bloquez, vous vous rendez compte qu'il y a un peu un problème. Donc, à ce stade, on a vu l'ensemble de ces notions, qui sont vraiment les notions de base, mais on peut compléter tout de même par la distinction des différents types de subordonnées. Alors, on peut les classer de la façon suivante. Hein. Les subordonnées, les trois premiers types, subordonnées complétives, circonstancielles, relatives, elles sont introduites par un outil de subordination. Les complétives par que ou par si, les circonstancielles, bon, par des conjonctions de subordination de type parce que, puisque, etc. Et puis les relatives par un pronom relatif. Mais vous avez aussi les propositions subordonnées sans conjonction de subordination. Donc, dans les complétives, comme je vous le disais, la conjonction de subordination, c'est soit que, soit si. Hein. Mais dans les deux cas, le que ou le si n'ont pas, si vous voulez, un contenu sémantique qui permet d'expliciter le sens de la relation entre la principale et la subordonnée. Le mot que, il est un pur outil grammatical, comparé à parce que, puisque, lorsque, etc., qui, elle, en tant que conjonction, donne une indication. Vous savez, si vous utilisez parce que, vous savez que ça exprime une relation de cause entre la principale et la subordonnée. Lorsque vous avez puisque également. Lorsque vous avez lorsque, vous savez que c'est une relation de temps. Mais quand vous avez que ou si, dans des exemples du type je me demande s'il va faire beau, le que ou le si n'indique pas du tout le sens de la relation entre la principale et la subordonnée. Hein. Donc c'est un pur outil grammatical qui ne sert pas à expliciter la relation de sens entre la principale et la subordonnée. C'est pour cette raison qu'on les caractérise de cette façon. Alors, j'utilise là le terme de complétive pour regrouper la complétive en que et la complétive en si. Et puis à l'intérieur, on va distinguer, on va trouver un nom pour les deux types. Hein. Donc, outre les complétives et les circonstancielles,
vous avez les relatives. Alors les relatives, elles se distinguent radicalement des deux autres types de subordonnés, parce que là, l'outil introducteur est double. Le pronom relatif, qu'il a aussi un nom, je veux dire, on aurait pu l'appeler conjonction pronominale, par exemple. Ça aurait été mieux que pronom relatif. Pourquoi relatif? Bon. Il faudrait voir dans l'histoire de la terminologie. Mais le pronom relatif, certes, a une valeur de pronom, puisqu'il a un antécédent. Ce qui caractérise un pronom, c'est qu'il renvoie à quelque chose dans la situation d'énonciation, ou alors à un antécédent qui précède, ou à un subséquent qui suit. Bon. Le pronom relatif, quand vous avez une phrase comme « l'homme que tu as vu est un ami », le relatif « que », ici, a un antécédent qui est « homme », puisque la phrase signifie « tu as vu cet homme ». D'accord ? Donc le « que » est COD. Puisqu'il a un antécédent, il représente quelque chose, donc il a forcément une fonction. Alors que la conjonction de subordination, elle n'a jamais de fonction. Le que, le que de... Vous voyez, là, c'est une petite difficulté quand même, dans un niveau même d'apprentissage élémentaire de la grammaire, de faire la différence entre le que de l'homme que tu as vu et le que de je crois qu'il va faire beau. D'accord ? Ce sont deux que, mais qui n'ont pas du tout le même statut. Dans je crois qu'il va faire beau, si vous voulez, la phrase, elle est, la subordonnée, la sous-phrase, elle est complète sans le que. Ça signifie il va faire beau. Enfin, je veux dire, on peut la formuler simplement en disant il va faire beau, et puis on a intégré il va faire beau dans je crois quelque chose en utilisant le que, outil grammatical. Donc le que n'a pas de fonction, n'a pas d'antécédent. Dans l'homme que tu as vu, évidemment, tu as vu n'est pas, enfin, disons, on ne peut pas considérer que la sous-phrase incluse dans la principale, c'est tu as vu. La sous-phrase, c'est tu as vu que tu as vu, c'est-à-dire tu as vu cet homme. Donc on a bien besoin de ce que représente le que. Donc il y a une différence très nette. Et c'est cela qui caractérise donc la relative par rapport aux autres subordonnées, c'est qu'elle elle est introduite donc par un pronom relatif qui donc a à la fois cette valeur pronominale et cette valeur de subordination. Donc vous voyez qu'on classe là sur un critère quand même assez clair, on classe les subordonnées en fonction de l'outil introducteur. On dit soit l'outil introducteur c'est une conjonction pur outil grammatique, enfin une conjonction donc ou bien c'est un pronom relatif, et à l'intérieur des conjonctions on distingue celles qui ont un sens purement grammatical, que et si, et celles qui ont un sens un peu lexical, parce que, puisque, etc. Ça c'est quand même assez clair. Et puis ensuite, donc, vous avez les propositions subordonnées sans mots subordonnants. Donc, il y a ce qu'on appelle la subordonnée infinitive. J'entends l'oiseau chanter. Vous vous souvenez, on en a déjà un peu parlé. Ce qu'on appelle une proposition subordonnée infinitive, c'est une construction infinitive où l'infinitif a ce qu'on appelle un sujet propre ou un agent propre. C'est-à-dire que l'agent de chanter, qui est ce qui chante, c'est l'oiseau, et il est distinct du je. C'est évidemment une structure complètement différente de je voudrais chanter une chanson, par exemple. Si vous dites je voudrais chanter une chanson, l'agent de chanter dans chanter une chanson, c'est le même je que le sujet de voudrais. Donc là, on n'a pas une subordonnée infinitive. Bon, même chose pour la participiale, le chat partit, les souris dansent. Et puis, vous avez aussi, alors ça c'est un peu surprenant peut-être au départ, la subordonnée interrogative indirecte partielle. Je me demande qui chante. Alors pourquoi on la considère comme une subordonnée sans mot subordonnant? Vous allez me dire, bah oui, mais il y a le qui. Mais non, parce que le qui, c'est pas du tout un mot subordonnant. Le qui, il est présent dans l'interrogation directe. Qui chante? Point d'interrogation. Donc, si vous dites que, si vous considérez qui chante? Point d'interrogation,
Vous n'allez pas me dire que le qui, c'est un outil subordonnant, puisque vous avez une phrase indépendante toute seule. C'est un pronom interrogatif, hein, qui chante. Si qui, dans qui chante, point d'interrogation, est un pronom interrogatif, il reste un pronom interrogatif dans je me demande qui chante. Donc c'est bien une subordonnée sans mot subordonnant, sans outil subordonnant. Alors, si on regarde un petit peu plus les détails dans chaque sous-catégorie, les complétives ont des fonctions de groupes nominaux, hein, c'est-à-dire elles sont sujet, COD, etc. Alors attention, complétives, ça ne signifie pas que ce sont des propositions de fonctions complément. Là, la terminologie, elle est arbitraire. Et donc, on distingue deux grands types de complétives. La conjonctive, introduite par que, qui peut avoir toutes sortes de fonctions. Hein, fonction sujet, qu'elle n'est pas compris me surprend. Fonction attribut du sujet, mon souhait est que vous réussissiez. Fonction complément d'objet direct, je crois que vous avez raison. Fonction complément du verbe impersonnel, il faut que tu partes. Fonction complément du nom, la crainte qu'elle parte m'envahit. Fonction imposition, je ne souhaite qu'une chose, que vous réussissiez. D'accord ? Donc ça, ce sont les fonctions possibles de la subordonnée conjonctive. Vous voyez que ce sont toujours des fonctions nominales. Et puis, la subordonnée interrogative indirecte, totale, hein, eh bien, elle est introduite par si. Donc, le terme de conjonctive sert uniquement à distinguer, à l'intérieur des complétives, la conjonctive en que de l'interrogative indirecte. Du type « je me demande s'il fera beau demain ». Les circonstanciels maintenant. Alors, bon, comme vous le savez, les circonstanciels, on les classe sémantiquement, hein, selon donc le sens de la conjonction de subordination. Alors, encore une fois, j'insiste toujours sur le fait que, mais je vous l'ai déjà dit, que ce qui est important, c'est de repérer qu'on a une circonstancielle. Qu'on soit capable ensuite de dire qu'elle est de temps, de lieu, de cause, etc., c'est quand même moins... Enfin, c'est pas négligeable, hein, mais ça arrive après, c'est secondaire. Donc vous avez des subordonnées circonstancielles de temps. Alors là, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir quelle est exactement la relation de temps entre la principale et la subordonnée. Vous avez des conjonctions qui permettent d'exprimer la simultanéité des deux événements, d'autres qui expriment l'antériorité, la postériorité par rapport à la principale. Hein. Donc c'est ça qu'on peut commenter. Ensuite, vous avez les circonstancielles de cause, introduites par parce que, puisque, dès lors que, avec des nuances subtiles entre parce que, puisque, hein, avec une sorte de présupposé. Tu vois, est-ce qu'on a l'équivalent en espagnol de cette nuance entre parce que et puisque? Oui, il y a un peu l'équivalent. Oui. La conséquence, si bien que, de sorte que plus l'indicatif. Le but, pour que, afin que. L'hypothèse, alors ça c'est important, hein, subordonnée d'hypothèse, introduite par si. Alors attention, c'est évidemment pas du tout le même si que le si de l'interrogation indirecte. Hein. Je me demande si tu viendras. La concession, bien que, quoique. Alors, la concession, elle est en fait en rapport avec l'idée de cause. Plus précisément, la concession, c'est en fait, on peut la caractériser, la relation de concession, par l'idée que c'est la non-opérativité d'une cause. C'est-à-dire, c'est une cause qui n'opère pas normalement. C'est-à-dire qu'avec la concession, on exprime une relation causale pour dire que cette relation causale, ici, elle ne fonctionne pas. Par exemple, je ne sais pas, dans la phrase, je déménagerai
demain, bien que la maison ne soit pas achevée. Ben, normalement, ce que ça exprime, ça exprime que normalement il y a une relation causale, que pour pouvoir déménager, ben, il faut que la maison dans laquelle on déménage soit achevée. Mais là, ce qu'on dit, c'est que cette relation causale n'opère pas. Si vous dites, bien qu'il soit malade, il va travailler, vous présupposez qu'il y a une relation causale, quand on est malade, on ne va pas travailler, mais vous dites que là, cette relation causale, elle ne marche pas. On va à l'encontre d'une cause habituelle. Donc dans la concession, il y a toujours le présupposé. Ça suppose que les gens sachent que cette relation causale existe. Que quand on est malade, on ne va pas travailler. Bon, ensuite, vous avez la comparaison hypothétique avec comme si. Et puis, un petit mot sur ce qu'on appelle la corrélation, les subordonnées corrélatives, quand vous avez un élément dans la principale qui, en quelque sorte, annonce la subordonnée. Du type, dans les consécutives, il a tant plu que la rivière a débordé. Vous voyez, là, on ne peut pas considérer que la subordonnée, c'est seulement que la rivière a débordé. C'est tant, point de suspension, que la rivière a débordé. Elle est aussi intelligente que sa mère l'était. Là aussi, la subordonnée, elle est corrélative, c'est aussi que. Bien. Alors, les relatives maintenant. Comment on les classe, les relatives? Alors, on les classe d'abord en deux types selon qu'elles ont plutôt des fonctions d'adjectif ou de nom. Vous avez donc d'abord les relatives adjectives qui peuvent avoir une fonction épithète ou apposition. Et là encore, on a cette fameuse relation d'inclusion ou d'absence d'inclusion. Par exemple, si vous prenez les élèves qui avaient bien révisé ont obtenu d'excellentes notes, vous avez un sous-ensemble des élèves qui ont bien révisé, et c'est uniquement ce sous-ensemble qui a obtenu d'excellentes notes. Ça, c'est la relative adjective épithète. Mais si vous mettez, par exemple, des virgules, les élèves qui avaient bien révisé ont obtenu d'excellentes notes, ça signifie cette fois-ci que tous les élèves ont eu d'excellentes notes parce que tous avaient bien révisé. Bon. Donc ici, on a une relative adjective de fonction à poser. Alors, attention, dans une relative, le commentaire d'une relative, je vous le dis parce que c'est un peu ce que, quand vous aurez à le faire pour l'examen, c'est ce que j'attends de vous, hein, il faut commenter non seulement le type de la relative, dire si on a affaire à une relative adjective ou à une relative substantive, on va le voir tout à l'heure. Si c'est une adjective, il faut préciser si elle est de fonction épithète ou de fonction apposée. Et il faut également donner la fonction du pronom relatif. Donc il y a beaucoup de choses à dire pour une relative. Évidemment, on n'a pas ce genre de problème, on n'a pas à donner la fonction de la conjonction de subordination dans le cas des circonstanciels ou des complétifs, puisque je viens de vous le dire tout à l'heure, dans ce cas-là, les conjonctions n'ont pas de fonction. Mais le pronom relatif, lui, il a une fonction. Donc il faut être capable de distinguer le pronom relatif de fonction sujet, comme dans l'homme qui te parlait est un ami, hein, qui te parlait, donc on voit bien que le qui ici est sujet de parler, c'est-à-dire ça signifie cet homme te parlait. Le pronom relatif de fonction COD, c'est le même exemple que tout à l'heure, l'homme que tu as vu est un ami, ça signifie tu as vu que, c'est-à-dire cet homme. De fonction COI, l'homme à qui tu parlais, hein, tu parlais à cet homme. Le dont aussi, attention, hein, l'homme dont tu parlais, ça signifie tu parlais de cet homme, hein, pronominalisé par dont. Le don peut aussi introduire, le don en général, c'est pas en général, il toujours, il introduit un antécédent avec la préposition de. Donc cette proposition de, elle peut introduire soit un COI, soit un complément du nom. Hein. J'ai aimé le livre dont cet homme est l'auteur. Ça signifie cet homme est l'auteur de ce livre. Donc dont est complément du nom auteur.
Pronom relatif de fonction complément circonstanciel. La ville où je travaille est près d'ici. Hein, je travaille dans cette ville. Complément circonstanciel. Alors ensuite, par opposition aux relatives adjectives, on a les relatives substantives qui ont des fonctions du nom et dans lesquelles le pronom relatif, c'est pas qu'il a pas d'antécédent visible, hein, mais il en a un, mais qui est reconstruit, si vous voulez, et qui est générique, souvent. Par exemple, si vous prenez « qui veut voyager loin », le proverbe, hein, « qui veut voyager loin ménage sa monture ». Hein, vous connaissez peut-être ce proverbe, ça signifie si on a, je sais pas moi, si vous faites un marathon, il ne faut pas courir trop vite au début, hein, par exemple. Ou si on veut voilà, si on a un projet de longue haleine, il faut commencer un petit peu doucement, il ne faut pas forcer les choses. Bon. Donc ici, vous voyez que la structure de la phrase, c'est qu'on a le groupe sujet qui veut voyager loin, le groupe verbal ménage sa monture avec le verbe ménage et sa monture qui est complément d'objet direct du verbe ménager. Qui veut voyager loin est donc une proposition relative de fonction sujet. Quel est l'antécédent de qui? C'est n'importe qui, hein. C'est-à-dire c'est un antécédent générique, mais ça n'est pas un groupe de mots qui est antécédent. Donc on peut dire il n'y a pas d'antécédent, puisque effectivement il n'y a pas de mot qui soit l'antécédent. Mais ce qui n'est pas complètement vide non plus, hein, puisqu'il a une fonction, il est bien sujet du verbe vouloir. Et c'est l'équivalent, évidemment, de celui qui veut voyager loin, ménage sa monture. Donc on va considérer dans les deux cas, dans celui qui veut voyager loin, ménage sa monture, on va mettre ensemble celui qui, on va dire que c'est une sorte d'extension du pronom relatif, et on a affaire aussi à une relative substantive. Donc les substantives, elles vont avoir les fonctions du groupe nominal. Donc, par exemple, on vient de le voir, la fonction sujet, mais ça peut être aussi la fonction COD, hein, j'aime qui m'aime. Alors, j'aime qui m'aime, vous avez qui m'aime ici qui est COD de M, et puis à l'intérieur de la relative qui m'aime, vous avez le qui est sujet du deuxième même. J'aime ce que je veux, ici le ce que je veux est une relative substantive COD de M, et ce que est COD de vouloir. Proposition relative substantive de fonction COI, donne-le à qui tu voudras. Eh bien, ici, on a bien donne-le à quelqu'un, le COI à qui tu voudras, qui est donc COI de donner, et à l'intérieur de la subordonnée relative substantive, le qui est sujet de voudra. Relative substantive de fonction attribut, je ne suis pas qui vous croyez, je ne suis pas celui que vous croyez. Hein, qui vous croyez est ici attribut de je, et le qui, là, à l'intérieur de la relative substantive, est sujet du verbe croire. Donc, quand on analyse une relative, il faut la délimiter. Ça, j'ai oublié de le préciser, mais c'est très important quand vous analysez des subordonnées, c'est de bien les délimiter, c'est-à-dire dire où elle commence, où elle finit. Ensuite, identifier sa fonction. Est-ce que c'est une relative adjective, épithète, apposée ou une substantive de fonction COD, COI, etc. Identifier le pronom relatif et son antécédent, dire que le pronom relatif a tel ou tel antécédent, et puis dire quelle est la fonction du pronom relatif. Alors maintenant, les subordonnées sans conjonction de subordination. Bon, je n'insiste pas sur l'infinitive, on en avait déjà parlé. Je vous avais dit que dans le problème de l'infinitive, elle a une particularité. En effet, cette subordonnée infinitive du type qu'on trouve dans la phrase « j'entends l'oiseau chanter », puisque effectivement chanter a un sujet propre, mais quand on dit sujet, évidemment, ça n'est pas vraiment un sujet, puisque quand vous pronominalisez l'oiseau, vous obtenez je l'entends chanter. Si c'était un sujet, vous auriez j'entends il chanter. Et ça ne marche
vous auriez, au lieu de je l'entends, j'entends l'oiseau chanter, je l'entends chanter, oui, c'est ça. Vous n'avez pas, je l'entends, il chanter. Bon, donc l'oiseau est en fait de fonction COD. Donc c'est une proposition, cette proposition infinitive, qui n'a pas de sujet grammatical. Donc certains linguistes considèrent que ce n'est pas une proposition. Proposition sans sujet, ce n'est pas une proposition. Bon, mais enfin, dans la tradition scolaire, on la considère quand même comme une subordonnée infinitive. Et puis la participiale, bon, c'est le même genre de problème, il y a toujours un sujet spécifique pour le participe passé ou présent. Et enfin, la subordonnée interrogative indirecte partielle, eh bien, on peut là aussi distinguer ces différentes fonctions. Hein. Sujet, COD, sujet, comment cela est arrivé, cela ne nous regarde pas. Hein, vous voyez, comment cela est arrivé est une subordonnée interrogative indirecte partielle de fonction COD de regarder ici. Même chose, je me demande à qui ce livre appartient, etc. Alors attention, là, je me demande à qui ce livre appartient. On a bien une fonction COD malgré la préposition, hein, puisque ça signifie je demande quelque chose. D'accord ? Et en réalité, à qui ce livre appartient, c'est le même raisonnement que j'ai fait tout à l'heure, c'est en réalité l'interrogative complète. Si vous aviez une interrogation directe, vous auriez à qui ce livre appartient dans l'interrogation. Tout ça, c'est l'interrogation. Et ce bloc a la position de COD. Voilà. Donc, on a terminé le programme du semestre. Hein. Je suis allé un petit peu vite, mais vous avez vu que c'était pas forcément très compliqué. Alors, avant que je vous propose un exercice d'application, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu? Non, pas pour l'instant. Écoutez, on discutera peut-être après, pendant la correction des exercices. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est peut-être de commencer par l'exercice sur les subordonnées, parce qu'on n'a pas beaucoup travaillé sur ce sujet. L'exercice sur l'identification des déterminants, c'est pas très très compliqué. Sur type et forme de phrase, je trouve que c'est quand même assez simple aussi. Donc, il me semble plus intéressant de vous entraîner sur la question des subordonnées. Donc, évidemment, pour trouver des exercices sur les subordonnées, on prend Proust. Alors, je vous propose donc d'y réfléchir et puis je vous laisse un temps. Donc, à l'examen, je vous montrerai, oui, après, quel était le sujet de l'année dernière. Il y a toujours ces deux grands blocs sur chacun 10 points. Il y a 10 points qui sont 10 petites questions avec un mot souligné dans le texte et il faut étudier, analyser le mot souligné. Donc ça, c'est une réponse assez brève en général. Et puis ensuite, 10 points sur l'analyse des subordonnées dans un texte. Parce que, évidemment, l'analyse des subordonnées, c'est pas tellement que on n'a pas passé beaucoup de temps sur les subordonnées, il n'y a pas tellement besoin, mais c'est un petit peu là qu'on voit si on a compris tout le reste en réalité. Hein. Donc, c'est pour cette raison donc je donne un texte où il y a un certain nombre. Oui ? Non, il faut prendre chaque subordonnée, dire quel est le type de subordonnée, et puis dire tout ce qu'on peut dire sur le sujet. Hein. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'essayer de les identifier, les subordonnées, et donc de les analyser.